un mari disparaît soudainement. Semblait-il être sous la menace d'une arme? Sa femme décide de mener l'enquête. Je n'avais qu'une idée en tête. Savoir où il était. Déterminée à retrouver l'homme qu'elle aime. C'était un criminel recherché. Je ne me doutais pas du tout que ma mère allait mourir. Je pense qu'il est diabolique et qu'il n'a pas d'âme. C'est une histoire sordide, de cupidité et de soif de pouvoir. Ce qu'il a fait est impardonnable, méprisable et criminel. Je voulais attraper ce type et le faire passer devant un jury. Une femme est prête à tout pour découvrir la vérité. C'était un psychopathe. Je ne savais plus qui il était. Mykonos, en Grèce. Ses bâtiments d'un blanc immaculé et ses plages dorées. Une île de rêve pour la jet-set. C'est ici que le mari de Michelle Kramer, le docteur Mark Weinberger, 41 ans, a prévu de fêter les 30 ans de sa femme. Le couple se détend sur un yacht privé dans l'attente des festivités à venir. Quand l'impensable se produit. Je me suis réveillée avec un sentiment de panique. Ça devait être mon intuition féminine. J'ai remarqué qu'il n'était pas dans le lit, à côté de moi. Je me suis dit qu'il était allé courir, comme il aimait le faire le matin. J'ai enfilé mes chaussures et j'ai fait le tour de l'île pour essayer de le retrouver. C'est une petite île, et il n'y a que peu d'endroits où Mark peut se trouver. Je suis allée où on prenait notre petit déjeuner et je ne l'ai pas vu. Michelle le cherche dans leur café et leur magasin préféré. Mais au bout d'une heure de recherche, son intuition lui fait craindre le pire. J'avais un nœud à l'estomac et j'avais l'horrible pressentiment qu'il allait se passer quelque chose d'affreux. Michelle a d'abord pensé à un acte criminel. Ça ne ressemblait pas à Mark. Il avait dû lui arriver quelque chose. Il possédait un yacht de 25 mètres de long. Il menait une vie luxueuse et son activité de médecin lui rapportait des millions de dollars. Peut-être que certaines personnes lui en voulaient ou étaient jalouses de son succès. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il se passait. Je suis retournée sur le bateau et j'ai demandé à Lupo, le capitaine, où était Mark. Il m'a dit, détendez-vous, c'est votre anniversaire, vous allez faire la fête. Il sera de retour avant la tombée de la nuit. Michelle se souvient alors des derniers mots que Mark lui a dit la veille. Il m'a regardé et m'a dit, tu m'aimes vraiment, non? Comme s'il s'en rendait compte à ce moment-là. J'ai répondu, bien sûr que je t'aime, idiot. T'as besoin de repos, t'as l'air stressé. Il s'est tourné vers moi et m'a dit, t'auras une grosse surprise pour ton anniversaire, digne des plus grandes stars. Tu t'en souviendras toute ta vie. A posteriori, ces paroles sont sinistrement prophétiques. Mais à l'époque, elle n'y prête pas attention. Wake up, princess. Michelle est habituée aux surprises romantiques. Ooh, nice diamond. Let's see your necklace. Mark la couvre de cadeaux onéreux. Wow, look at it. Depuis leur premier rendez-vous à Chicago en l'an 2000. J'avais 25 ans et je le trouvais très charismatique et débonnaire. J'étais sur un petit nuage. Je crois que la première semaine, on ne s'est pas quitté une seule seconde. Puis il m'a invité à Miami, sur son bateau. This is awesome. Michelle m'a dit qu'elle a immédiatement eu le coup de foudre pour Mark. Et je pense que c'était réciproque. Ils se sont tout de suite bien entendus. Il avait un côté timide qu'elle trouvait très séduisant. Elle est tombée sous son charme. Elle avait grandi dans le sud de Chicago, au sein d'une famille de la classe ouvrière. Elle avait gravi les échelons. Elle n'avait pas eu une vie facile. Mais après sa rencontre avec Mark, un chirurgien talentueux et fortuné, la vie de Michelle tourne au conte de fées. I love you, baby. Ils se sont mariés dans une petite ville d'Italie, dans un hôtel incroyable où Winston Churchill avait séjourné. Il ne faisait pas les choses à moitié. Il était très attentionné avec moi et d'une grande générosité. Il était gentil avec ma famille. Mes parents l'adoraient.
Mon père était très strict et n'appréciait pas les hommes que je fréquentais. Mais il aimait beaucoup Mark. Il était chirurgien et il pensait qu'il prendrait soin de sa fille. Michelle pense avoir épousé un homme admirable. Mais 3 ans plus tard, abandonnée en Grèce, elle ignore où est Mark et va rapidement se demander qui est vraiment son mari. Mark a disparu depuis 12 heures. Je n'arrivais pas à chasser cette sensation horrible que quelque chose ne tournait pas rond. J'ai demandé au capitaine de me dire où était Mark. Il m'a demandé de m'asseoir. Et j'ai éprouvé la sensation étrange que ma vie allait basculer dans la seconde qui allait suivre. Puis il m'a dit, Mark est parti, il ne reviendra jamais. J'étais sous le choc. Lupo, le capitaine du bateau, semble en savoir davantage. Michelle lui demande de lui dire ce qu'il sait. J'ai demandé à Lupo s'il savait comment le contacter. Il m'a dit que Mark possédait un portable avec un numéro grec. J'ai appelé le numéro et il a répondu. Il a dit « Allô ?» Et j'ai dit « Mark, c'est Michel. » Puis il y a eu un silence. Ensuite, il a raccroché. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il venait de se passer. Déterminée à en savoir plus, Michelle appelle l'infirmière de Mark aux États-Unis. Suzette Dennington travaille avec Mark à la clinique Sinus qu'il possède à Merrillville, dans l'Indiana, à 65 km au sud de Chicago. J'ai reçu un coup de fil de Michelle qui m'a demandé si j'avais parlé à Mark. Je lui ai dit oui, il y a un certain temps. Elle m'a dit « Comment était sa voix? Est-ce qu'il semblait être sous la menace d'une arme ?» J'ai répondu que c'était difficile à dire, mais qu'il avait l'air d'aller bien. Je ne pouvais pas accepter cette situation. Ça me semblait complètement ridicule. Cherchant une explication à la disparition de Mark, Michelle se remémore les derniers mois qu'ils ont passés ensemble. Notre mariage ne battait pas de l'aile. On ne se disputait pas. Mais il y avait une certaine tension entre nous. Mark semblait dédaigneux. Mark est préoccupé. Son cabinet médical très lucratif fait l'objet d'un contrôle. Michel et Mark ont passé un été tumultueux. Il avait reçu plusieurs assignations à comparaître liées à son travail. Environ 1 an avant sa disparition, il était devenu très stressé à cause d'un procès potentiel pour une faute médicale. Comme je n'entendais que sa version des faits, je pensais que des personnes procédurières cherchaient à tirer profit de son succès. De retour à Chicago, 6 jours après la disparition de Mark, Michelle cherche des indices qu'il pourrait avoir laissés derrière lui. Je n'avais qu'une seule idée en tête. Découvrir pourquoi il avait fait ça et où il était. J'ai épluché ses relevés téléphoniques. Il y avait de nombreux appels vers New York et je me suis demandé s'il avait une maîtresse là-bas. Je ne comprenais pas. J'ai appelé le numéro et je suis tombée sur des courtiers en diamants qui m'ont dit qu'ils se rendaient à New York et dans l'Indiana en jet pendant sa pause déjeuner pour acheter des diamants. Des diamants? Ça m'a surprise. Mark convertissait secrètement son argent en diamants, la monnaie internationale des criminels. Michel ne comptait pas en rester là. Pourquoi est-ce qu'il lui avait fait ça? Pourquoi? Il pouvait la quitter ou la haïr, mais elle méritait au moins une explication. C'était la pire punition imaginable. Je suis allée à son bureau et j'ai trouvé des documents qu'il avait passés à la broyeuse. J'ai passé 5 jours à rassembler les morceaux, sans manger ni dormir. J'ai réussi à recomposer les documents comme on assemble les pièces d'un puzzle. Et je suis tombée sur une note manuscrite qui mentionnait le nom d'un hôtel parisien. J'étais en pantalon de survêtement. J'ai glissé mon passeport dans ma poche et j'ai filé à l'aéroport. Elle était complètement obnubilée. Les disputes dans un couple, ça arrive. Mais pas que l'un des partenaires disparaisse sans laisser de traces pendant des vacances en Europe. Sometimes I wish nobody knew who I was. I wish nobody knew my name. They do. Le docteur Mark Weinberger, un chirurgien fortuné de Chicago, a disparu sans aucune explication. 10 jours plus tard, sa femme, Michelle Kramer, espère retrouver l'homme qu'elle aime, avec pour seul indice l'adresse d'un hôtel à Paris.
J'avais juste sa photo et les vêtements que je portais. Il y avait forcément une explication. Ils étaient mariés et elle l'aimait toujours. Ils étaient amoureux. Il n'y avait qu'une chance sur 1 million pour que ça aboutisse, mais elle est partie pour Paris. Je suis allée à l'hôtel indiqué et la réceptionniste m'a dit « Oui, on l'a vu, il est parti hier. Il avait réservé une chambre pour une personne. Il prenait son repas au bar de l'hôtel tous les soirs. Vous l'avez raté à un jour près. » Désolé madame, vous vous êtes raté à une journée près. Je pense que c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'il était parti volontairement. Il avait prévu son coup. Et il ne comptait pas revenir. On ne l'avait pas enlevé. Personne ne lui avait mis un pistolet sur la tempe. Il m'avait abandonnée comme une vieille chaussette. Je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai passé mon 30e anniversaire seule à Paris, en train de pleurer. Michelle n'est pas la seule à avoir été abandonnée par Mark. Aux États-Unis, l'infirmière Suzette Dennington a du mal à expliquer sa disparition soudaine à ses patients. J'étais très en colère. J'avais l'impression qu'on me coupait l'herbe sous le pied. Je l'ai appelé toutes les heures pendant 24 heures d'affilée, même la nuit. Je lui laissais des messages. Mon dernier message a été « Je veux juste m'assurer que tu vas bien ». 2 semaines après la mystérieuse disparition de Mark en Grèce, 2 inconnus se présentent à la clinique Weinberger Sinus. Tout le monde continuait à travailler à la clinique. Un matin, en arrivant sur place, je suis tombée sur 2 personnes qui travaillaient pour la banque, je crois. Elles nous ont dit que si Mark ne se présentait pas avant 9 h, on avait jusqu'à midi pour récupérer nos affaires et évacuer les lieux, car ils allaient fermer la clinique. La banque, qui détient l'hypothèque de la clinique, est persuadée que Mark a détourné de l'argent des comptes de l'entreprise. Il disait que plusieurs millions de dollars avaient disparu et qu'il n'avait payé personne. Il avait retiré beaucoup d'argent de ses comptes. Les représentants de la banque ne veulent prendre aucun risque et ils ferment la clinique sans attendre. Les 40 employés du docteur Mark Weinberger perdent leur emploi et le docteur reste toujours introuvable. Je me suis sentie trahie. Je pensais qu'il m'en parlerait. Je n'imaginais pas qu'il allait faire quelque chose d'aussi choquant et lourd de conséquences, parce que j'habitais dans la région. Je croisais d'anciens patients et de futurs patients potentiels. J'avais l'impression de me cacher parce que je ne voulais pas répondre aux questions des gens qui me demandaient où il était et ce qu'il se passait. C'est une chute spectaculaire pour cette clinique florissante que Mark a créée 2 ans plus tôt. Installer sa clinique à Merrillville, à 1 heure de route de Chicago, est un choix étonnant pour un docteur aussi tapageur que Mark Weinberger. Mais la faible qualité de l'air de la région entraîne des problèmes de sinus chez beaucoup de patients. Quand la clinique ouvre ses portes en 2002, de nombreux ouvriers de l'industrie métallurgique y affluent. Quand j'ai découvert cette histoire, je me suis rendu à la clinique et j'ai vu ce nez géant sur la façade. C'était une véritable piéta à la gloire des ORL, tout en marbre. Il n'avait pas regardé à la dépense. C'était un vrai génie du marketing. Il avait lu plusieurs livres et savait comment attirer le plus de patients possible. Mark se faisait appeler le médecin du nez. Sur l'autoroute, il avait fait installer un panneau géant disant « Des problèmes de sinus, appelez le 1-800-Sinus ». Il affichait tous ses diplômes prestigieux au mur, dans son cabinet. L'endroit ressemblait au Taj Mahal. Ça donnait l'impression qu'il était la meilleure chose qui pouvait arriver à Merrillville. Et ça marche. La clinique Weinberger devient rapidement la clinique ORL la plus fréquentée de toute la région, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 14 millions de dollars, qui lui permet de financer son train de vie luxueux. On possédait une maison gigantesque de 5 étages avec un ascenseur dans l'un des quartiers les plus huppés de Chicago. Il avait engagé 3 chauffeurs différents et même un masseur particulier. Il devenait de plus en plus riche. On avait notre propre yacht, amarré juste à côté de celui de Bill Gates. Ça prenait des proportions incroyables. Michelle bénéficie des revenus importants de Mark, mais elle se tient à l'écart de ses affaires.
Je ne suis allée à la clinique que 2 fois. Mark ne m'impliquait pas dans ses affaires. La clinique était dans l'Indiana et je n'avais pas vraiment l'occasion de m'y rendre. Je savais qu'il était très occupé et je voyais ça d'un bon œil. Maintenant que la clinique a fermé, Michelle se rend compte que les accusations de faute professionnelle qui pèsent sur son mari sont plus sérieuses que ce qu'il prétendait. Le juriste Ken Allen est le premier à porter plainte contre Mark en octobre 2002. C'est un vrai enfoiré. Il a profité de la crédulité de ses patients. Il pensait que les gens du coin étaient si naïfs qu'ils allaient écouter ses conseils, sans même demander l'avis d'un autre spécialiste. Il opérait des patients qui n'avaient pas besoin d'intervention médicale, uniquement pour satisfaire sa cupidité. La clinique prospère grâce à des patients comme Bill Boyer, qui souffre d'une allergie des sinus. Quand j'ai rencontré le docteur Weinberger, il m'a tout de suite fait passer une IRM. C'est une radiographie des sinus. Il est revenu quelques minutes plus tard et sur l'écran de son ordinateur, il m'a montré des vilaines taches qu'il appelait des polypes dans mon nez. J'ai regardé les images et je me suis dit, j'ai ça dans le nez? Les images étaient vraiment dégoûtantes. Il m'a dit que je devais me faire opérer du nez. Mais après l'opération, Bill Boyer souffre toujours de problèmes au sinus. Le docteur James Stankiewicz fait ensuite une découverte étonnante. J'ai demandé à voir ces images tomodensitométriques et tout était normal. En fait, je n'avais pas de polypes. Ce n'était pas vraiment mon nez. Il avait des pratiques malhonnêtes et illégales. Il opérait des patients sans aucune raison. Je me suis demandé ce que ce type avait bien pu me faire au juste. Et plus tard, on a déterminé qu'il m'avait percé des trous dans le crâne en passant par mes narines. Cette procédure médicale dépassée n'a fait qu'empirer les problèmes de sinus de Bill Boyer. Plus d'1 an avant la disparition de Mark, les autorités soupçonnent que ce genre d'opération inutile et la facturation de procédures inexistantes sont une pratique courante à la clinique Weinberger. Il effectuait des opérations chirurgicales bidons qui ne servaient à rien. Ça lui permettait de réaliser jusqu'à 10 opérations par jour, qui duraient 20 minutes en moyenne. Et il facturait chacune de ces opérations environ $10 000. Il était le seul médecin à recevoir environ 100 patients par jour. Il effectuait entre 100 et 150 procédures par mois. Il opérait à la chaîne. Selon Ken Allen, Mark a établi sa clinique dans le nord de l'Indiana dans un seul but: profiter des ouvriers employés dans les usines de la ville voisine de Gary qui souffraient de troubles liés à la mauvaise qualité de l'air. Il ne s'est pas installé à Merrillville par pur altruisme. Il y a établi sa clinique parce qu'il y avait de l'argent à se faire. Les ouvriers qui travaillent dans les usines métallurgiques du coin sont syndiqués, ce qui veut dire qu'ils bénéficient d'une couverture médicale. Il était donc certain d'être payé. Je suis tombée amoureuse de Mark parce que c'était un médecin exceptionnel. Jamais je n'aurais pu me douter qu'il avait ce genre de pratique. C'était inimaginable. En août 2004, à peine 1 mois avant la disparition de Mark, le docteur Stankiewicz décide d'agir. J'ai appelé le conseil de l'ordre des médecins de l'Indiana et je leur ai dit: vous devriez surveiller ce médecin du nord-est de l'Indiana. Il y a quelque chose de louche. Les employés de la clinique trouvent Mark particulièrement préoccupé. C'était sa réputation qui était menacée. On le voyait de moins en moins. Il fermait la porte de son bureau. Il semblait très affecté par la situation. Pourquoi? Parce que plusieurs plaintes avaient été déposées contre lui. Il avait une énorme pression sur les épaules. Je pense que son plan consistait à se faire de l'argent en creusant des trous dans les sinus de ses patients ou en se contentant de les anesthésier pour ensuite envoyer la facture à leur compagnie d'assurance pour des procédures inexistantes. Il n'imaginait pas entraîner la mort de quelqu'un. Puis Phyllis Barnes est décédée. Mark Weinberger a condamné Phyllis Barnes à mort. Notice all the alcohol bottles? You know who those belong to, don't you? This man right here. Dr. Weinberger of the Weinberger Clinic. Now he'd like to go out for more alcohol and a cigar. Le docteur Mark Weinberger, qui a grandi dans une banlieue aisée de la ville de New York, semblait destiné au succès.
Il travaillait très bien à l'école. C'était un enfant intelligent. Il a étudié à l'université de Pennsylvanie, puis à l'université de Californie, à Los Angeles, où il a obtenu de très bons résultats. C'est un très bon médecin. Ask me how much my hands are worth. How much are your hands worth? J'ai vu dès le premier jour que c'était un vrai perfectionniste. C'était primordial pour lui de faire les choses bien. Mais à l'été 2004, des rumeurs au sujet de fautes médicales commencent à circuler dans sa clinique et dans les médias. Dans le journal local, un cabinet d'avocats appelait les personnes qui s'étaient fait opérer des sinus lors des 2 dernières années à les contacter, parce que ces interventions n'étaient peut-être pas nécessaires. Les plaintes ont alors commencé à se multiplier. Mais c'est le cas de Phyllis Barnes qui inquiète le plus Mark. Ma sœur adorait la vie. Elle était travailleuse sociale. Elle trouvait du travail au sidérurgiste au chômage. C'était un vrai problème dans la région. Elle consacrait sa vie à aider les autres. Phyllis avait des problèmes au sinus, comme beaucoup de gens dans la région. Elle avait fumé quasiment toute sa vie. Elle avait mal à la gorge et toussait depuis plusieurs semaines. En voyant les panneaux publicitaires du Dr Weinberger, elle s'était dit qu'il devait être qualifié et apte à traiter ses problèmes de santé. Phyllis obtient un premier rendez-vous avec Mark Weinberger à l'automne 2001. Sans même l'examiner, il lui a fait passer un scanner pour un coût de plusieurs milliers de dollars. Il a regardé les images et diagnostiqué des polypes. Et comme pour les autres patients, il a planifié une opération. Ils sont venus la chercher dans la salle d'attente. Et 20 minutes après, ils m'ont annoncé que c'était terminé. Je leur ai demandé si le médecin l'avait examiné après l'opération et ils m'ont dit qu'ils n'examinaient jamais les patients après une intervention. J'ai trouvé ça louche. Un mois plus tard, alors que son état ne s'est pas amélioré, Phyllis retourne voir le docteur Weinberger qui lui dit d'attendre plus longtemps. Shawn, la fille de Phyllis, avait 16 ans à l'époque. Elle m'avait dit que plein de médecins lui avaient recommandé ce chirurgien très qualifié. À l'entendre, il semblait compétent. 2 mois plus tard, Phyllis ne se sent toujours pas mieux. Puis un soir, Shawn rentre chez elle et trouve sa mère très mal en point. Elle ne pouvait plus respirer. J'ai appelé les secours et je leur ai décrit la situation. Ma mère avait des hauts le cœur et elle avait l'air complètement paniquée. Elle n'arrivait pas à respirer et quand elle est arrivée aux urgences, ils l'ont tout de suite opérée et elle est restée dans le coma pendant plusieurs semaines. Le diagnostic est sans appel. Phyllis est atteinte d'un cancer avancé de la gorge. Quand j'ai appris que seulement 3 mois après avoir consulté un ORL, on lui avait diagnostiqué un cancer du larynx de stade avancé, j'ai compris que quelque chose ne tournait pas rond. Si Mark Weinberger avait pris la peine de faire ce qu'il était censé faire et avait examiné sa gorge, il aurait vu la tumeur. Pourquoi s'est-il dit que son problème venait des sinus? Pourquoi est-ce qu'un autre spécialiste a réussi, après un examen rapide de sa gorge, à déterminer la cause du problème et à lui détecter un cancer? Il aurait dû le détecter aussi. Mais je pense qu'il s'en fichait royalement. Pour lui sauver la vie, les chirurgiens lui suppriment les cordes vocales. À cause de la négligence de Weinberger, on a dû lui retirer le larynx. Et elle a perdu l'usage de la parole. Cet enfoiré lui a volé sa dignité. Lors d'une déposition filmée en 2003, Phyllis confie ses attentes pour l'avenir. What's your biggest concern in life? That's my daughter. I am my only daughter. My daughter's only surviving parent. I just want to make sure that she goes to school. I just want to be able to live and see those things happen. Phyllis Barnes ne verra jamais sa fille Shawn entrer à l'université. Elle meurt le 16 septembre 2004, moins de 3 ans après son premier rendez-vous avec le docteur Mark Weinberger. Je ne me doutais pas du tout que ma mère allait mourir. Ça a été un choc immense pour moi. C'était impensable. Une semaine après la mort de Phyllis, Mark Weinberger s'évanouit dans la nature. You think you know? You got no idea. J'ai un sens aigu de la justice.
Ce qu'a fait Mark est répugnant. Si j'avais été au courant à l'époque, je l'aurais quitté sans la moindre hésitation. On ne peut pas user de son pouvoir pour s'en prendre aux plus faibles. C'est impardonnable. En novembre 2004, 2 mois après la disparition de Mark, Michelle fait une découverte des plus choquantes. Il utilisait toujours sa carte de crédit. Il faut un sacré culot pour faire ça quand on est en fuite. J'avais tous ses relevés bancaires. Je connaissais toutes ses allées et venues, les magasins et les casinos où il s'était rendu. J'ai vu que le jour où il avait quitté Paris, il avait acheté un billet de train pour Cannes. Armée de ces nouveaux indices, Michelle se rend en France une 2e fois pour retrouver la trace de son mari en fuite. Elle était furieuse, très en colère. Elle n'était pas déboussolée. Elle éprouvait peut-être encore de l'amour pour lui, mais surtout de la colère. Où était-il et comment avait-il pu lui faire ça? Il avait gâché sa vie. There are 8 million stories in the city. This is one. Accusé de faute médicale, après avoir mutilé des centaines de patients et provoqué la mort d'une mère de famille innocente, le docteur Mark Weinberger s'est enfui sur la Côte d'Azur avec une importante somme d'argent qu'il a détournée de sa propre clinique. On supposait qu'il avait pour environ $1 million en diamants. Et les diamants se revendent facilement. En novembre 2004, 2 mois après la disparition de Mark, sa femme Michelle Kramer s'envole pour Cannes avec pour seul bagage ses relevés de carte de crédit et une soif de justice. J'avais emmené une paire de menottes. Si jamais je le retrouvais, je comptais lui passer les menottes et contacter le FBI aux États-Unis pour qu'ils viennent l'arrêter. J'ai appelé ma mère qui m'a dit « Mon Dieu, il va te couper le bras avec un couteau. Il n'est pas l'homme que tu imaginais. Tu peux pas faire ça. » Je lui ai répondu « Tu vas voir. » J'ai fait le tour des bars et des cafés et j'ai montré sa photo. Elle était intrépide. Elle a fait le tour des casinos et a demandé à des gens qui ne parlaient pas la même langue s'ils avaient vu son mari. Mais une fois de plus, Mark a un train d'avance sur Michelle. J'étais triste et j'avais peur, mais j'éprouvais surtout de la colère. J'avais été trahie et blessée par un psychopathe qui avait fait du mal à d'autres personnes. Je ne savais pas où il était, ni qui il était vraiment. Quand Michelle rentre à Chicago, une autre mauvaise nouvelle l'attend. Non seulement Mark a vidé les comptes de sa clinique, mais Michelle découvre également que leurs comptes personnels sont vides. Je n'avais plus de chéquier, ni de compte courant. Tout avait été acheté par emprunt. Il ne possédait rien, alors je ne pouvais rien vendre. Il n'avait aucun actif. Les factures impayées ont commencé à s'accumuler. Elle était ruinée et ne pouvait pas payer le gaz ni l'électricité. Un jour, alors qu'elle prenait sa douche, on lui a coupé l'eau chaude. Elle avait l'impression que Mark l'avait non seulement abandonnée, mais qu'il lui avait gâché sa vie. J'étais au bout du rouleau. Il m'arrivait de passer la nuit à pleurer, rouler en boule sur le sol de la cuisine. La maison me semblait sinistre. Je ne pouvais pas rembourser le crédit et on allait bientôt la saisir. Tous nos biens allaient être saisis. En 2005, Michelle est contrainte de déclarer faillite. 1 an plus tard, elle divorce de Mark par contumace. Mark Weinberger a gâché sa vie. Et elle tente tant bien que mal de tirer un trait sur le passé. Je ne voulais pas que la seule chose que l'on retienne de moi soit cette erreur que j'avais commise. Je préférais aller de l'avant, me concentrer sur ma carrière et mon avenir, et faire table rase du passé. Alors, j'ai abandonné mes recherches. Michelle ne part plus pour l'Europe avec des menottes. Mais pendant les années qui suivent, elle continue de raconter son histoire aux médias. Elle n'est pas la seule à espérer que Mark soit arrêté. Je voulais voir ce type au tribunal. Je voulais qu'il passe devant un jury. C'était pour moi un moyen de rétablir la justice. Je voulais qu'il réponde de ses actes. Les enquêteurs essayaient de retrouver sa trace et disaient qu'il était en Chine, à Porto Rico ou en Israël. En décembre 2006,
Plus de 2 ans après sa disparition, l'État de l'Indiana a enfin rassemblé suffisamment de preuves pour engager des poursuites pénales à l'encontre de Mark Weinberger. Il était mis en examen pour 22 chefs d'inculpation de fraude à l'assurance. Il était dans la base de données d'Interpol. C'était un criminel recherché. Mais Mark reste toujours introuvable. Dans un coin reculé des Alpes italiennes, un Américain aux cheveux bruns qui se fait appeler Mark Stern fait la rencontre d'une femme de la région qui tient une petite épicerie. Il était très intéressant et il avait beaucoup de charme. Il m'a dit qu'il venait de New York et quand il m'a dit ça, j'ai tout de suite pensé aux Beastie Boys. C'est comme ça qu'on a engagé la conversation. Il m'a dit qu'il avait gagné suffisamment d'argent pour pouvoir vivre en toute liberté jusqu'à la fin de ses jours. J'étais impressionnée. J'ai rencontré Monica, c'était une femme géniale. Elle lui a demandé ce qu'il faisait là, et il lui a répondu qu'il avait pris sa retraite après avoir gagné beaucoup d'argent comme courtier et qu'il était divorcé. On pratiquait beaucoup d'activités ensemble. On faisait du ski, de l'escalade ou du vélo. On partageait les mêmes passions, les mêmes centres d'intérêt. Mark ne voulait faire qu'un avec la nature. C'était devenu son aspiration spirituelle. Monica l'aidait à atteindre cet objectif. Are you happy? I'm happy, baby. On se voyait tous les jours. J'avais l'impression que Mark était fait pour moi. Je suis tombée amoureuse de lui. Leur relation est devenue plus sérieuse. Ils éprouvaient des sentiments l'un pour l'autre. Mark a rencontré ses parents. Lui et Monica ont commencé à avoir des relations sexuelles. Et Mark a fait une découverte des plus surprenantes. Il s'est rendu compte que Monica était transgenre. Il a été très compréhensif. Il m'aimait comme j'étais. Il m'a dit que ce n'était pas important, que j'étais une vraie femme. J'ai trouvé sa réaction incroyable. Ils se sont rapprochés de plus en plus. Et je pense qu'il a fini par tomber amoureux. Mais en novembre 2009, près d'1 an après leur rencontre, Mark renonce à sa vie confortable auprès de Monica pour tester son aptitude à survivre dans la nature. Il m'a dit « Monica, je veux vivre dehors ». Il a acheté une tente, un sac de couchage, une veste, une paire de gants. Non seulement il voulait vivre dans la nature, mais il avait décidé de passer l'hiver dans une tente, non loin du Mont Blanc. Monica pensait que c'était de la folie. Elle connaissait la région bien mieux que lui, et l'avait prévenu que c'était très dangereux. Si une tempête de neige éclatait, elle n'avait aucune chance de le retrouver. Je trouvais que c'était une idée folle, mais lui percevait ça comme un défi. Je lui ai dit que s'il était décidé à le faire, j'allais l'aider. Good morning. These are my Incredible Hulk gloves and my Incredible Hulk boots. I'm trying to make some water so I can make coffee for my girlfriend. Quand il vivait dans sa tente, je lui rendais visite tous les jours. Je lui apportais de la nourriture, ses céréales préférées, des vêtements propres. Il avait l'air heureux dans sa tente. C'était son refuge. 3 semaines plus tard, Monica reçoit le coup de fil d'un ami qui est dans tous ses états. Il m'a dit « Monica, il y a un gros problème. J'ai appris quelque chose d'étrange. C'est à propos de Mark. Il n'est pas celui qu'il prétend être. » Comment ça? C'est un criminel recherché. Un criminel? Est-ce que tu as des preuves? Je dois savoir. Il m'a montré le site des criminels les plus recherchés des États-Unis. Quand Monica voit le site des criminels les plus recherchés des États-Unis, elle tombe des nues. Elle découvre toute l'histoire. Il est mis en examen et recherché par la police pour des centaines de fautes médicales. Je n'arrivais pas à y croire. Il était recherché aux États-Unis. C'était comme si on m'avait planté un couteau dans le cœur. Ce type vivait dans une tente, au pied d'un glacier, dans le nord de l'Italie. Ça ne s'invente pas. Cela fait maintenant 4 longues années que le docteur Mark Weinberger a abandonné sa clinique face aux centaines de poursuites qui pèsent sur lui. Sa petite amie italienne, Monica Specogna, vient de découvrir son terrible secret. Le monde s'est écroulé autour de moi. Ce qu'il avait fait était
Fou. C'était invraisemblable. Pourquoi avoir fait ça? Il avait de l'argent, il était riche. Pourquoi? Je suis quelqu'un d'honnête. Je devais appeler la police. Monica a un sens aigu de la justice. Elle s'est sentie obligée de raconter ce qu'elle savait à la police. Le commissaire lui a dit « Allons trouver ce type ». Il devait y avoir 3 mètres de neige et il devait faire environ moins 20 degrés. Les conditions météo étaient terribles. Il faisait froid, il y avait du vent, le sol était gelé. Et tout à coup, ils sont tombés sur lui. Ils ont trouvé Mark Weinberger. Ils lui ont demandé ses papiers d'identité, mais il n'en avait pas. Ils lui ont demandé de sortir de la tente. Il était très coopératif. Il devait déjà se douter que c'était terminé. 6 semaines plus tard, en juin 2009, les autorités italiennes entament la procédure d'extradition du docteur Mark Weinberger. À 8000 km de là, Michelle Kramer, l'ex-femme de Mark, reçoit un appel d'une des productrices de l'émission, America's Most Wanted. J'étais en pleine rue quand elle m'a appelée. Elle m'a dit « Michelle, vous devriez vous asseoir ». M'asseoir? Je me suis arrêtée et elle m'a dit « On a retrouvé Mark ». Je me suis mise à pleurer et je me suis écroulée dans la neige. J'ai raccroché, puis j'ai appelé ma mère pour lui annoncer la nouvelle. Elle m'a dit « Je suis fière de toi, ma chérie. C'est une bonne nouvelle. » À partir de ce moment-là, ça a été un vrai cirque. Ça a surpris tout le monde. Personne ne s'attendait à le revoir. Il était très intelligent et il savait comment s'y prendre pour se rendre invisible. Mais il était de retour, c'était surréaliste. Il allait enfin passer devant la justice. Mark Weinberger est derrière les barreaux. Mais il faudra plusieurs années avant de connaître l'ampleur de ses crimes. En mars 2011, s'ouvre le procès de Mark Weinberger suite à la plainte déposée par Phyllis Barnes. Mark refuse de s'y rendre, mais sa déposition en vidéo est présentée au jury. On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my Fifth Amendment privilege. Quand on a montré la vidéo de la déposition de Mark Weinberger au jury, j'ai éprouvé une grande satisfaction. On assistait au spectacle de sa déchéance. Il semblait aussi abattu que puisse l'être un type de son espèce. Il avait l'air d'un vrai psychopathe. Ce n'était plus la personne que j'avais connue. C'était un homme brisé, un pervers à l'esprit tordu, un lâche et un égoïste qui s'était fait coincer. Je regrettais de l'avoir rencontré et j'avais honte que mon nom ait été associé à cet individu. Ken m'a autorisé à assister à la déposition qui s'est déroulée dans une minuscule cellule de détention. Il devait être à environ 1 mètre de moi. C'était une situation très difficile pour moi. Je pense qu'il est diabolique. À mon avis, la seule chose qu'il regrette, c'est de s'être fait prendre. Je pense qu'il n'a pas d'âme. Les jurés semblent être du même avis. Ils le condamnent à l'unanimité à payer 13 millions de dollars de dommages et intérêts pour faute médicale sur la personne de Phyllis Barnes. Quand le jury a rendu son verdict, j'ai été soulagée. La somme qu'il devait payer m'importait peu. La seule chose que je me disais, c'est que c'était enfin terminé. Terminé. On avait gagné. Et on a éprouvé un peu de joie. Ça n'allait pas me rendre ma mère, mais ça nous permettait au moins de tourner la page. C'était enfin fini. Au final, les différents jurys accordent plus de 50 millions de dollars de dommages et intérêts aux victimes du docteur Mark Weinberger. La majorité de cette somme est versée par le Fonds de compensation des patients, financé par les contribuables de l'Indiana. Pour les 22 chefs d'accusation de fraude à l'assurance, Weinberger accepte une négociation de plaidoyer et il est condamné à 4 ans de prison. 4 ans? Même le juge n'en revenait pas. Il a fait quelque chose de très inhabituel. Il a dit « 4 ans, ce n'est pas assez. Faites-moi une autre proposition ». Il a finalement écopé d'une peine de 7 ans, ce qui n'est pas assez non plus selon moi. Ce qu'a fait Mark, c'est très grave. Mais je pense qu'il regrette profondément d'avoir fait ça. Ça ne restera probablement qu'un rêve. Mais j'aimerais beaucoup qu'on soit à nouveau réunis.
Avec le temps qu'il a passé en détention provisoire, Mark Weinberger sera libéré en janvier 2015. Cette perspective scandalise ses victimes. J'aurais préféré qu'il passe le reste de ses jours en prison. Et je n'aurais même pas été satisfaite pour autant. Je me demande s'il a de l'argent planqué quelque part, et s'il va disparaître à nouveau après sa sortie de prison. J'espérais qu'il écope d'une peine de 10 ans de prison ferme, au minimum. Michelle a depuis passé un doctorat en psychologie. Mais elle connaît toujours des difficultés financières. Et peine encore à comprendre l'homme qui continue à hanter ses pensées. Hi Shelly, Merry Christmas. You like your new prize? J'ai regardé nos vidéos et ça m'a donné des frissons. I love you, baby. Quand il me dit « je t'aime » d'une voix chantante, j'ai l'impression que ça sonne faux. Il n'a pas l'air sincère. I love my fluffy robe and I love all my prizes and I'm the happiest guy in the world this Christmas. Je me suis fait avoir, comme beaucoup de gens. Mark Weinberger a violé la confiance sacrée qui doit exister entre un médecin et ses patients. Ce qu'il a fait est impardonnable, méprisable et criminel. On ne peut pas user de son pouvoir pour profiter des plus faibles. Et c'est ce qu'il a fait. Je n'ai pas peur de lui, mais j'ai peur de ce qu'il pourrait faire à d'autres gens.